Il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit « Tu portes ça à Jacques ». Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Pas un ministre de la coopération, à part Jean-Pierre Cot, pas un PDG de grande société publique faisant des affaires en Afrique, ne serait nommé sans l'aval du président du Gabon. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. L'arme absolue d'Omar Bongo, c'est l'argent, qui ne cesse de couler de ses caisses à flot continu. Vous aviez son aide de camp. Vous attendiez dans le salon comme ça, il passait avec 2 sacs de sport, il arrivait de la banque du Zaïre, ou je ne sais pas où, il portait quoi. Et vous aviez 12 personnes qui attendaient dans la salle d'attente, avec 2 caméras qui regardaient, et lui il avait tous ses écrans, il dit « Ah bah tu fais venir celui-là ». Un jour Bongo me dit, il était en train de brasser dans son truc derrière son rideau son fric, quand je rentre, il dit voilà, colonel il peut rentrer, donc on me fait rentrer, et je l'attends, et puis il était derrière son rideau, il avait ses coffres, il ressort, il avait ça de CFA, il y avait 400 000 francs français de l'époque, quoi. Il me dit tiens colonel. Et je dis non monsieur le président, je ne peux pas les prendre. Il m'a foutu dans sa sacoche, j'ai ressorti. Il me les a remis dedans. Je dis non monsieur le président, je les ai ressortis. Il était furieux, hein. Il était furieux. Le Gabon, eh bien oui, au Gabon, avec les Gabonais, oui, pendant 3 ans, j'ai travaillé à un beau projet de création d'un système d'assurance maladie dans un pays où la moitié des citoyens sont indigents et n'avaient pas accès aux soins. Est-ce immoral? Est-ce indigne? Est-ce déshonorant? Ce travail, je l'ai fait pendant 3 ans, en toute transparence, en toute légalité. J'ai payé mes impôts en France. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, je les tiens à votre disposition, ainsi d'ailleurs que ma déclaration de patrimoine, si vous le souhaitez. Lorsque Bernard Kouchner fait un rapport sur le système de sécurité sociale au Gabon et le facture, c'est une preuve que les relations France-Afrique continuent. L'étude sur la sécurité sociale gabonaise aurait dû être faite par l'Agence française de développement qui l'aurait fait gratuitement. Kouchner, maintenant, il a beau dire tout ce qu'il veut, le Gabon, Ali, machin, le mec, c'est qu'il a touché sa société 2,6 millions d'euros pour 140 000 euros la page pour un truc pour dire que le système de santé ne marche pas au Gabon.
j'ai vu d'autres choses, mais c'était pas... J'ai vu les directeurs de cabinet de M. Dumas venir chercher, oui, mais bon, c'était pas dans le cadre d'élection. Hein. Pourquoi ils faisaient ça? À mon avis, c'était de l'enrichissement personnel, il y avait. À Paris, donc, Omar Bongo possède les meilleures cartes et contrôle la partie. Mais il manquait encore une étape pour signer définitivement la mort d'une certaine France-Afrique. Elle va se jouer en Côte d'Ivoire, une ancienne colonie française. En octobre 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Ce n'est pas l'homme que la France aurait aimé voir succéder à l'illustre Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire pendant 33 ans, de l'indépendance en 1960 à sa mort en 1993. Houphouët-Boigny, ce grand ami de la France, avait été, bien avant l'indépendance, un familier des palais de la République française, participant à plusieurs gouvernements du général de Gaulle à la fin des années 50. Riche de ses plantations de cacao, dont elle était le premier producteur mondial, des plantations de café et des bananeraies, la Côte d'Ivoire était un véritable village gaulois où les 80 000 Français expatriés vivaient luxueusement. Comme vous le voyez, ces maillots sont tous recouverts d'un manteau long qui permet d'aller déjeuner en sortant de l'eau et d'être dans une tenue convenable. C'était ce qu'on appelait le miracle ivoirien. C'est vrai que ça a été un pays phare pour nous, c'est le phare de nos relations avec l'Afrique. En plus, la personnalité du président Houphouët faisait qu'on pouvait s'appuyer sur lui dans la mesure où c'était aussi un chef respecté dans tout le continent africain. Et d'ailleurs, le mot France-Afrique, on le doit au président Houphouët-Boigny. Dans cet Eldorado franco-africain, le président Houphouët-Boigny n'était pas le dernier à s'enrichir. Il se fit bâtir à Yamoussoukro une basilique plus grande que Saint-Pierre de Rome. Un bel exemple d'éléphant blanc, comme on appelait ces projets somptuaires et inutiles, que la France acceptait de financer en Afrique pour faire plaisir aux chefs d'État dociles. C'est bien sûr une entreprise française qui en assura la construction. Mais à sa mort, le 7 décembre 1993, la France ne réussit pas à imposer son candidat à la succession. Il n'a pas su désigner en son temps un dauphin qui aurait été vraiment adoubé. Et c'est l'opposant de toujours, Laurent Gbagbo, qui l'emporte en 2000 après des années de troubles. Mais le nouveau président est incapable de juguler les oppositions violentes qui divisent la société ivoirienne. Confronté à une rébellion dans le nord du pays, il fait appel à la France, qui lui refuse son soutien. Le 4 novembre 2004, au cours d'une offensive contre les rebelles du Nord, un avion de l'armée ivoirienne bombarde délibérément le lycée français de Bouaké, où est stationnée l'armée française. Neuf soldats français périssent dans le bombardement. C'était un samedi après-midi vers les 13h. On s'est réunis chez le président vers 14h. Et il a été tout de suite analysé que c'était volontaire et qu'il fallait répliquer. La chasse aérienne française détruit au sol les quelques avions et hélicoptères de la flotte ivoirienne. C'est l'embrasement. Laurent Gbagbo encourage la jeunesse ivoirienne à descendre dans les rues d'Abidjan pour conspuer la France. Le 9 novembre 2004,
Après un face-à-face tendu de 48 heures devant l'Hôtel Ivoire, où ont été regroupés les Européens, les militaires français ouvrent le feu sur la foule, faisant 67 morts et 1256 blessés. Durant toute la nuit, les hélicoptères de l'armée française tentent d'empêcher la foule des jeunes partisans de Laurent Gbagbo de franchir le pont qui relie le centre-ville à l'aéroport et à la base militaire française. Sous un déluge de feu où se mêlent balles réelles et balles traçantes, des centaines de jeunes Ivoiriens défient l'ancienne puissance coloniale au cri de « À bas la France, vive la Côte d'Ivoire indépendante ». Le symbole est ravageur. On tire sur vous alors que vous avez les mains nues. Mais nous sommes debout. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre dignité. Nous allons pousser pour qu'il nous rende notre indépendance. Nous allons pousser pour que la libération de l'Afrique tout entière parte de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Pour les nouvelles générations africaines, qui n'ont connu ni la colonisation, ni la période de la guerre froide, Laurent Gbagbo devient le héros qui a résisté à la France. Je pense que les événements de Côte d'Ivoire ont marqué l'apparition d'un nouveau type de dirigeant africain, beaucoup moins souple à l'égard de la France que pouvaient l'être les autres, ou beaucoup moins soucieux de garder de bonnes relations avec la France, et assez habile à utiliser les faiblesses à la fois du système international et puis les faiblesses de la politique française. Laurent Gbagbo va se maintenir au pouvoir, retardant sans cesse des élections présidentielles que tout le monde réclame. L'enthousiasme des jeunes Ivoiriens qu'il avait mobilisés contre la France est retombé. Dans les palais présidentiels, à l'abri de tout contrôle populaire, le grand jeu du partage du pouvoir a repris. Mais comme Denis Sassou Nguesso au Congo, comme Omar Bongo au Gabon, c'est désormais Laurent Gbagbo qui mène ce jeu, ce n'est plus la France. Pour les expatriés français qui avaient fait leur vie en Côte d'Ivoire et dont le nombre a déjà fortement diminué au fil des années, c'est la fin. Pour les grands groupes industriels, c'est autre chose. Laurent Gbagbo a dit non à la France, mais pas aux grandes sociétés françaises. Le 3e pont d'Abidjan, d'abord promis aux Chinois, reviendra finalement à l'entreprise Bouygues, qui gère déjà dans ce pays l'eau et l'électricité. On les appelle les BNB, Bouygues et Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Bolloré en Côte d'Ivoire, mais Bolloré partout. L'industriel a bâti un véritable empire en Afrique, où il détient le pouvoir sur l'essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et qu'eux aussi doivent venir